Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un spotlight série sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vais d'abord vous parler, je vais vous parler de chacun des tomes un par un. Commençons bien sûr par le premier, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors en fait ça raconte l'histoire de Jacob Portman. Quand il était enfant, son grand-père lui racontait des histoires de monstres, tout ça. Et quand il était petit, il y croyait. Et puis au fil du temps, donc des histoires de monstres et d'enfants particuliers qui devaient fuir ces monstres. Et au fil du temps, il n'y croit plus. Jusqu'à ce que son grand-père meure dans des circonstances étranges, on va dire. Ça va le mener à enquêter sur l'histoire que lui racontait son grand-père, de ses enfants en particulier, tout ça. Et il va se retrouver sur l'île de... Je ne me souviens plus le nom de l'île, je crois que c'est Cairnholm. Et là, il va chercher la maison de Miss Peregrine pour retrouver ses enfants. Bon, je vais pas vous en dire plus si jamais vous l'avez pas lu, mais bon, voilà. Alors oui, ce sera une vidéo sans spoiler. Je vais essayer de ne pas vous spoiler au maximum. Alors, je voulais vous dire, j'ai acheté le box directement. Dans le bon sens, c'est mieux. J'ai acheté le box directement parce qu'en fait, ces livres se lisent dos à dos. C'est-à-dire que la fin du premier coïncide directement avec le début du deuxième, qui s'appelle Hollow City. Et la fin du deuxième correspond directement à la fin du troisième, qui s'appelle en français La Bibliothèque des âmes. Voilà. Pour vous montrer ce que j'ai eu dans mon petit box. C'est une carte des enfants particuliers avec Addison. Un des personnages les plus cool de la série. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tome. Donc, en anglais Miss Peregrine's Home for Peculiar Children et en français Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais entendu parler de ce livre avant que le film sorte au cinéma, mais en fait je ne l'ai vraiment lu que juste avant d'aller le voir. Ce qui est un peu... comment dire... Bah, en fait, sortir des films, ça permet de lire le livre juste avant. Ce qui est bien, parce que du coup ça fait la promotion des livres en même temps que la promotion du film. Donc voilà. Et je voulais absolument le lire avant de voir l'adaptation de Tim Burton. Je vais vous parler des différents aspects du livre. D'abord, concernant les chapitres, il faut dire qu'ils sont... Enfin, déjà, le design du livre est génial, je trouve. En tout cas en anglais, je sais pas c'est quoi le design en français. Mais en anglais, c'est top. Donc, les chapitres sont assez longs. Voilà, donc là, chapitre 1, vous voyez. Et en fait, c'est vraiment très long, je trouve, parfois. Par exemple, là ça va, mais il y a des chapitres énormes. Vu que les chapitres étaient très longs, en fait, j'aime pas trop les livres où les chapitres sont vraiment très très longs. Du coup, j'avais un peu peur de ne pas du tout accrocher. Parce que ça m'aurait peut-être perdu. Mais en fait, l'histoire et les personnages sont tellement attachants et tellement séduisants que m'en foutais un peu en fait que les chapitres soient si longs. J'ai trouvé l'histoire très originale, puisque là, on se retrouve avec des enfants particuliers qui vivent en fait dans des... dans des boucles de temps, c'est-à-dire qu'en fait ils vivent dans des endroits où le temps s'est arrêté, ils revivent tout le temps la même journée. J'ai été surprise par certains aspects du livre, notamment le livre est célèbre pour ses nombreuses photos. Et j'ai trouvé qu'elles agrémentaient très bien le livre. Elles permettent de mieux comprendre, enfin peut-être pas de mieux comprendre l'histoire, mais en tout cas elles la rendent beaucoup plus vivante et beaucoup plus réaliste, puisque les photos sont de vraies photos. J'ai aimé le contraste aussi entre l'ambiance gothique, bah déjà on peut voir sur la couverture et même sur les photos, l'ambiance un peu noir et blanc, un peu, oui, un peu gothique, un peu surnaturel, un peu étrange, un peu sombre. Donc cette ambiance-là, avec les couleurs très vives qu'on peut trouver dans le livre, par exemple, ça se retrouve aussi dans le film de Tim Burton. Par exemple, la maison est très sombre et lugubre et les monstres sont très effrayants, mais à côté de ça, on a des personnages hauts en couleur qui vivent dans la campagne, tout ça. Donc, bon, aussi c'est sur une île, du coup forcément brume, pluie, puisqu'on est au nord de l'Europe, hein, près de l'Angleterre, tout ça. Voilà, c'est bon. Et surtout, ce que j'ai aimé dès ce premier tome, c'est que c'est une série en fait qui dénonce la discrimination, puisqu'en fait ici on parle, enfin à un moment donné en fait le grand-père de Jacob lui parlait de la Seconde Guerre mondiale et des nazis qui chassaient les juifs, et en fait les enfants sont assimilés à ces juifs qui fuient les nazis, et les nazis en fait sont des Whigs, je ne sais pas comment on dit en français,
des Whigs et des Hollows. Un peu aussi comme dans X-Men, puisqu'on retrouve ici en fait deux types d'hommes, de personnes. Les gens normaux entre guillemets, comme les parents de Jacob ou les habitants de l'île de Carnholm, et les mutants, si on se réfère à X-Men, ou les enfants particuliers dans ce tome, dans ce livre. Et bien sûr, les mutants ou enfants particuliers sont rejetés par la société. Donc cette mise en valeur de la discrimination, assimilée à la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est une façon de parler en fait de toutes les discriminations, de toutes les autres discriminations, car les enfants particuliers ont tous une singularité, un pouvoir qui est unique, et du coup ça permet de façon métaphorique de parler de toutes les discriminations possibles. Du coup, j'ai un peu assimilé ce livre à 13 Reasons Why, de J. Asher, qui traite du harcèlement, mais dans un lycée. Donc c'est... En fait, les deux mettent en valeur le même problème, le harcèlement, la discrimination, le fait d'être différent et d'être rejeté parce qu'on est différent. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ces deux livres sont des coups de cœur. J'ai aussi adoré l'idée des boucles de temps. C'est une sorte de voyage dans le temps constant, puisqu'on se retrouve, je crois que c'est en 41 ou 42. Je ne me souviens plus. Bon, on se retrouve en 41 ou en 42, enfin pendant la guerre en tout cas, avec les enfants. En fait, on voyage dans plein d'autres boucles, je ne vais pas vous en dire plus, mais concrètement, on voyage dans d'autres boucles, on entend parler d'autres boucles, et du coup, ça nous permet de passer par d'autres époques. Donc, je vous ai parlé des photos en vous disant qu'elles apportaient un plus au livre, mais aussi, en fait, à chaque fois, avant... Donc, avant qu'elles soient montrées, donc ici par exemple, en fait, elles sont décrites, mais tellement qu'en fait, on a l'impression de les voir déjà, en fait. Donc, c'est vachement... En fait, même l'écriture elle-même de l'auteur Ransom Riggs est vachement visuelle. Du coup, on s'imagine déjà les photos avant de les voir, ce qui est plutôt pas mal. L'écriture est parfois très poétique, vraiment très belle. J'ai noté des phrases dont je ne peux pas vous les montrer parce que je vais notamment caler les citations. Elles sont vraiment très belles, c'est très bien écrit. On sent qu'il y a une espèce de légèreté dans la plume. Enfin, c'est beau. Enfin, c'est léger et en même temps, c'est profond puisqu'il y a de la réflexion, tout ça. Enfin, c'est une écriture que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup attachée aux personnages. Les enfants sont évidemment adorables. Miss Peregrine, elle aussi, est adorable, même si... en fait, on sent qu'elle est un peu enfermée dans son époque, puisque elle est restée... je pense qu'elle est très très âgée, autant le dire. Et elle est restée dans cette boucle très très longtemps. Du coup, elle est un peu dans son délire de il faut protéger les enfants, alors qu'en fait les enfants ne sont plus des enfants, puisqu'ils sont restés à l'état d'enfants, mais en réalité, bien sûr, ils ont plus de 60 ans. Voilà. Mon personnage préféré, c'est Emma. Parce que c'est une héroïne young adulte qui est différente des autres, puisqu'elle a vraiment un caractère affirmé. Elle a l'air un peu froide, mais au fond, elle est froide parce qu'elle veut se protéger, concrètement. Et elle a vraiment un caractère fort, contrairement à plusieurs héroïnes young adultes qui sont juste oh, il est beau, oh, il est beau, oh, je suis incapable de... Non, voilà. Bon, donc Emma est géniale. La fin de ce livre promettait beaucoup d'action. Elle était vraiment... On était là, quoi? Non, tu peux pas le finir comme ça. C'est pour ça que heureusement que j'ai pris le box. Et en même temps, je dis ça, mais je n'ai pas du tout lu le deuxième tome à la suite du premier. Ce que j'avais l'intention de faire. Donc la fin promet vraiment beaucoup d'action. Donc je m'attendais à ce que le tome 2 soit encore meilleur. Mais, autant vous le dire maintenant, mon tome préféré, c'est le premier. Oui. Pour le tome 2 s'appelle Hollow City. Il porte le même nom en français et en anglais. Donc j'ai moins aimé que le premier. Déjà parce qu'il n'y avait pas la surprise initiale, enfin l'originalité initiale du premier tome évidemment. Mais bon, ça c'est pour toute série, j'ai envie de dire. Mais là, il n'y avait pas vraiment quelque chose de vraiment nouveau, si je peux dire. Donc il n'y avait plus la surprise, tout ça. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment à la hauteur du premier. Même si, encore une fois, cette série est une série coup de cœur, rien que parce qu'elle dénonce la discrimination de façon métaphorique comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça très intelligent de la part de Ransom Riggs de faire ça. Pourquoi j'ai moins aimé ce livre? D'abord parce que j'ai trouvé que c'était trop facile pour les enfants en fait. J'ai eu l'impression que tout le long du livre, on leur présentait des obstacles et ils passaient au-dessus vraiment trop facilement. Mais en même temps c'est expliqué par la fin, du coup le livre est pardonné, mais en même temps du coup j'ai pas réussi à vraiment l'apprécier à sa juste valeur, je pense, parce que du coup j'étais en train de dire, oui bah évidemment ça se passait comme ça, hein, bah oui, vous avez raison, bon là ça se passe comme ça, oui, voilà, j'avais raison. C'est vrai que la fin
pour le coup est vraiment surprenante parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et là je me suis dit ah oui du coup ça remet tout en question, enfin ça fallait pas que je lise le livre de cette façon en fait. Donc voilà, rien que pour ça aussi c'est un coup de cœur. On apprend plus sur l'histoire des enfants particuliers, des Wigs, des Holos, tout ça, l'histoire des âmes, enfin c'était vraiment énorme, je veux dire. Je veux pas vous spoiler ni rien mais cette histoire d'âme, je me suis dit ah oui, là c'est original, là d'accord, là oui, ok. Mais du coup c'est aussi très glauque, parce qu'on a des scènes où on se dit ah d'accord, bon, dégoûtant. Je vais vous montrer une petite photo. Parce que bien sûr ce tome aussi est rempli de photos. Oui donc bien sûr dans cette série nous ne sommes pas épargnés, des personnages meurent. Oui. Et des personnages qui auraient pu être sauvés ne le sont pas. Dans ce livre il y a un vrai rythme, il n'y a aucune pause, il y a vraiment beaucoup d'action comme je vous disais, il y a obstacle sur obstacle et les enfants doivent les surmonter. Bon, comme je vous l'ai dit je trouve ça facile mais si vous lisez ce livre là maintenant, ne vous dites pas que c'est trop... Enfin ouais, ne vous dites pas que c'est trop facile. Vraiment. Parce que vous allez lire la fin et vous allez faire ah non, ah non, parce que moi du coup j'ai été très déçue en lisant la fin de me dire mais j'ai pas du tout lu le livre comme il devait être lu. Évidemment, l'écriture est toujours aussi bien, et les photos sont toujours aussi belles, et toujours aussi creepy, comme je vous l'ai montré là. Toujours en noir et blanc, elles sont toujours décrites avant, du coup c'est toujours aussi visuel. En revanche, un des personnages m'a particulièrement agacée, Enoch, qu'on trouvait aussi dans le premier tome. Alors lui, comment dire, je ne supporte pas Enoch parce qu'il représente un pessimisme, mais... Il m'a vraiment clairement agacée, mais... En fait, il était là, tout le temps à dire « Bah oui, mais on va jamais y arriver, vous le savez. Bah oui, mais toi, de toute façon, tu peux pas utiliser tes pouvoirs. Bah oui, mais toi, de toute façon... » Voilà, c'est l'élément énervant de ce livre. J'ai vraiment pas du tout aimé Enoch. En fait, du début de la série à la fin de la série, je l'ai détesté. En revanche, malgré mon agacement pour Enoch, j'ai adoré le nouveau personnage qui apparaît ici. Addison. J'ai trouvé qu'il apportait une nouvelle fraîcheur au livre, j'ai trouvé qu'il était génial, j'ai trouvé qu'il était drôle, enfin voilà, j'ai adoré ce personnage, c'était génial. En principe, j'ai aussi aimé la leçon que Hugh nous donne. Donc Hugh c'est celui qui maîtrise les abeilles, enfin qui maîtrise les abeilles. Hugh Appiston, qui en fait des abeilles vivent dans son ventre, si j'ai bien compris. Donc j'ai adoré la leçon qu'il nous donne sur le fait que la vie animale n'est pas moins importante que la vie d'un homme. Encore une fois, c'est une forme de discrimination si on peut dire. La vie d'un animal vaut autant que la vie d'un homme. Et surtout, dans ce tome, en fait il lui arrive un truc, enfin, voilà. Et il dit bah oui pour vous c'est pas grave, mais moi c'est mes amis en fait. Et là on se dit ah ouais, en effet. Comme je vous l'ai dit, la fin est très surprenante, c'est elle qui m'a permis de faire de ce livre un coup de cœur. Parce que j'imaginais pas du tout que ça allait finir comme ça. Je me suis dit waouh, bah dis donc, Ransom Riggs est fort pour les twists là, bravo. Très bon rebondissement de situation. Franchement, très bien. On passe au troisième tome. La bibliothèque des âmes. Déjà là, la couverture, on dit ouh. Franchement, cette couverture est l'une des plus belles que la planète ait jamais eue. Avouez-le. Alors déjà, celui-ci aussi est un coup de cœur. Donc dans ce livre, j'ai eu l'impression que les personnages luttaient enfin vraiment pour leur liberté, puisque dans le premier tome, ils sont toujours dans leur loop. Dans le deuxième, ils tentent de rester toujours dans leurs espèces de boucles temporelles. Ici, ça y est, j'ai l'impression qu'ils se libèrent enfin. Ils disent, c'est fini de se cacher tout ça. Il faut changer cette situation. Et là, je me suis dit, oui, enfin. Parce que bon, voilà, enfin, ils ne se cachent plus. Voilà, j'avais hâte en fait qu'ils arrêtent de se cacher et tout. On retrouve bien sûr l'univers de la série, c'est-à-dire avec les photos, la plume toujours aussi belle, aussi poétique, toujours de nouveaux pouvoirs, ce qui est toujours agréable, et de nouveaux personnages. Et on apprend aussi de nouvelles choses sur l'univers. En fait, ce que j'aime particulièrement dans ce monde qu'a créé Ransom Riggs, c'est que en fait, je me sens à ma place dedans, ce qui est assez étrange. J'ai l'impression que comme toutes les différences sont acceptées, bah en quelque sorte moi aussi je peux être acceptée dans ce monde. Ce qui me donne envie d'y vivre. Ce qui est un peu étrange. Enfin bon, c'est le but de la littérature j'ai envie de dire. Il n'y a plus l'originalité du premier tome dans ce livre. Et j'ai trouvé que le personnage de Jacob
devient un peu stéréotypé ici, puisque ici il devient le personnage qui apprend très vite sans s'entraîner. C'est-à-dire que ça lui vient comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. Alors qu'il s'est pas entraîné avant. Ce que je trouve... Je sais pas. Je trouve que c'est un peu une figure qu'on voit souvent dans les romans young adult et j'ai été un peu déçue de découvrir ce stéréotype ici. Évidemment, c'est le garçon exceptionnel, hors du commun, le sauveur élu, tout ça. Voilà. Bof. Moi j'ai beaucoup aimé la théorie de l'évolution des pouvoirs et j'ai très envie de voir ça, enfin de le voir mis en application. Mais bon, c'était pas le cas dans ce livre, mais j'en parlerai plus tard. Et l'histoire de la bibliothèque des âmes aussi, c'était beau, c'était poétique de se dire que les âmes des enfants particuliers quittent leur corps et se retrouvent dans une bibliothèque où leurs pouvoirs sont encore là, enfermés dans une urne. C'était beau, j'ai trouvé ça beau, vraiment. Par contre, j'ai été un peu déçue par l'aspect extérieur de la bibliothèque, si je peux vous la montrer. Ou pas, hein, peut-être. Voilà. Alors, l'aspect extérieur de la bibliothèque, c'est ça. Voilà. Mais moi, quand j'imagine une bibliothèque, c'est pas vraiment ça que j'imagine. Enfin bon. Donc j'ai adoré en découvrir plus sur l'existence des âmes. Bon là je peux pas trop vous dire sinon ça risque d'être un spoiler puisqu'on découvre la particularité des âmes des enfants particuliers dans le tome 2. Ce qui est un peu bizarre parce que ça implique de la chirurgie tout ça, je ne dis plus rien. Et aussi on apprend comment on peut voler le pouvoir d'un particulier. Et oui, on peut voler les pouvoirs des particuliers. Ce qui est très important dans ce livre. L'émotion est plus présente dans ce livre que dans les autres, peut-être parce qu'on a eu le temps en 3 tomes de s'attacher au personnage. Et donc là oui, là j'ai eu la larme à l'œil de nombreuses fois. Évidemment, c'est rare que je pleure quand je lis, mais là oui, petite larme à l'œil. Je suis toujours aussi attachée au personnage, donc Jacob particulièrement, même si là il devient stéréotypé. Et Emma, qui est l'une des rares héroïnes, comme je l'ai dit, une des rares héroïnes young adult, a gardé un caractère fort du début à la fin. En plus, une des rares à ne pas devenir agaçante au fil des tomes. Alors là, je crois que c'est même la seule. Bravo. Bravo. Bon, à part Katniss qui ne m'a pas du tout énervée, et Tris peut-être qui vient un peu énervante dans Divergente, mais voilà. Parfait. Évidemment, j'ai aimé Addison qui est toujours là, son humour est bienvenu quand les personnages sont en plein désespoir, tout ça. Il est toujours là pour faire une petite blague, pour détendre l'atmosphère, ça c'est... Alors la fin. La fin... Quoi ? Alors cette fois, c'était pas l'action, tout ça qui avait l'air trop facile, c'est la fin qui est trop facile. Parce qu'au début, la première fin entre guillemets, c'est horrible. Je veux dire, je me suis révoltée contre cette fin. J'étais en train de dire, j'ai fait quoi? Mais non, mais vous êtes sérieux? Mais c'est pas possible. Donc voilà, j'étais en mode, il peut pas finir son livre comme ça. Et là, on arrive à la vraie fin. Et je me suis dit, ouais, enfin là, c'est carrément trop facile. Bon d'accord, c'est ce que le lecteur voulait. Franchement, si ça s'était pas fini comme ça... mon cœur aurait été brisé, clairement. Mais là c'est trop facile, je suis désolée. On se croirait dans un petit film hollywoodien. C'est toujours un coup de cœur évidemment, rien que pour l'émotion que j'ai ressentie tout le long, rien que pour Addison, rien que pour Emma, donc voilà. Mais la fin était un peu trop facile. Alors, je vous ai parlé du lien de Miss Peregrine avec la discrimination. En fait, j'ai lu un article là-dessus et je me suis dit, mais c'est exactement pour ça que j'adore ce livre. Donc je vais mettre en description le lien de l'article de Den of Geek sur la discrimination. Parce que je suis tout à fait d'accord avec la personne qui écrit cet article. Donc c'était ça. Ensuite, si cette fin est si facile... En fait, la fin est tellement facile qu'on se dit, oui mais non, ça peut pas se terminer comme ça. Moi je veux autre chose, je veux voir ensuite ce qui se passe, je veux savoir comment ça se poursuit. Et en fait, une nouvelle trilogie est censée sortir, normalement en automne de cette année, mais clairement nous sommes en automne, ce n'est pas encore sorti, on n'a pas encore de date de sortie, donc je pense que ce sera pas maintenant. Mais je suis tellement contente que cette nouvelle trilogie sorte, parce que la nouvelle trilogie est encore dans le monde de Miss Peregrine et des enfants particuliers, ce qui est génial quand même. Donc j'ai vraiment hâte de la lire, puisque j'étais, en fait, en sortant de ce livre, j'étais vachement triste de ne pas retrouver les personnages, de ne pas retrouver Jacob, Emma, Miss Peregrine, tout ça, parce que j'aime beaucoup Miss Peregrine, il faut que j'avoue. Hein, Miss Peregrine est un peu le professeur strict, mais qu'on adore, parce qu'elle nous fait du bien. Voilà. Alors, pour
pour ce Spotlight série, je voulais aussi vous parler du film de Tim Burton pour vous faire un peu une comparaison entre la série de livres et le film en lui-même. Je pense d'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura un deuxième film. Mais bon. En fait, le film de Tim Burton tient tout seul, j'ai envie de dire. Ça peut être un stand-alone, un one-shot, tout ce que vous voulez. Ça peut être un film qui n'a pas de suite. Ce qui n'est pas du tout le cas de Miss Peregrine et les enfants particuliers, le premier tome. C'est impossible que ce livre n'ait pas de suite. Donc c'est pour ça que le film n'est pas tout à fait fidèle au livre. Alors bien sûr le film est excellent, j'adore Tim Burton, j'adore son univers, j'adore sa façon de tourner, les couleurs qu'il met partout parce que ce film est vachement coloré et en même temps vachement gothique, ce que j'adore. Ça m'a aussi fait... Enfin, j'ai encore pensé à Splinter puisque ce livre est à la fois coloré et très sombre. Bon point. Mais comme je vous disais, c'est pas une adaptation fidèle. Donc là je vais vous parler des différences. Donc si vous n'avez pas encore lu la série, peut-être ne regardez pas cette partie de la vidéo. Je vous mettrai en sous-titre le moment où je ne parle plus de ça. Voilà, parce que je vais faire une petite conclusion quand même. Alors les grandes différences. D'abord, dans le premier tome, le grand-père de Jacob meurt. Dans le film, il ressuscite entre guillemets. Donc c'est-à-dire que Jacob réussit à faire en sorte qu'il ne soit jamais mort. Le problème c'est que dans le premier tome, il reste mort. C'est-à-dire qu'il meurt et c'est tout. Il ne revient pas à la vie. Ce qui est assez horrible, mais c'est le cas. Ensuite, Alma Peregrine, que je vous ai montré tout à l'heure en photo, si jamais je la retrouve, mon dieu, c'est merveilleux. Mais j'en doute. Je vais aller dans l'index, c'est grave. J'ai trouvé Miss Peregrine. Donc Miss Peregrine, dans le film, est jouée par Eva Green, qui est quand même relativement jeune. Avouons-le, elle est même carrément jeune. Alma Peregrine est beaucoup plus âgée en réalité qu'Eva Green. Et avouons qu'elle ne se ressemble pas du tout. Quand même. Mais j'ai adoré Eva Green dans son interprétation. Elle était géniale. Avouons-le. Ensuite, j'ai trouvé vraiment dommage que les personnages d'Emma Bloom et Olive Elephanta soient inversés dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livre, Emma est le personnage féminin le plus proche de Jacob. Dans le film, c'est Olive qui est la plus proche de Jacob et qui a donc le caractère fort, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont inversé les caractères d'Emma et Olive en leur laissant leur pouvoir. Le problème, c'est que le personnage d'Emma dans le film est beaucoup trop faible par rapport au personnage d'Emma dans le livre. Et donc, je trouve dommage, en fait, qu'il n'ait pas laissé Emma avec Jacob et Olive toute seule, entre guillemets. Voilà. Je trouvais ça bête, en fait. Les fins sont différentes, elles n'ont même absolument rien à voir. Par exemple, la partie dans le film où on est à la fête foraine. C'était une scène un peu what the fuck hein, dans le film. Bon, j'ai adoré, c'était drôle tout ça, mais elle n'existe pas dans le livre. Et comme je vous l'ai dit, le livre ne se finit absolument pas comme ça. C'est-à-dire que dans le film, si vous l'avez vu, en gros, Jacob passe par plusieurs boucles pour retrouver Emma, après avoir sauvé son grand-père. Mais en fait, dans le livre, il reste à Cairn dans la boucle avec les enfants. La boucle se termine, entre guillemets, puisque Alma Peregrine est enlevée par des wigs avec Miss Avocet, je crois, mais je ne suis pas sûre. Bref. Donc deux Zimbrine, je ne sais pas comment on dit en français, sont enlevés à la fin du premier tome et en fait les enfants partent pour les sauver. C'est pas du tout la fin du premier film, on est d'accord. Ensuite, la façon dont les holos deviennent des wigs. Alors en fait dans le film, ils mangent les yeux des enfants. Ce qui est absolument... Wow, c'est horrible. Pas du tout dans le livre. En fait dans le livre, ben, il les tue quoi. Enfin, je sais même pas s'il les mange, il me semble juste qu'il les tue et puis voilà, c'est tout. Alors je ne sais pas pourquoi Tim Burton a rajouté cet élément absolument effroyable dans son film, mais... Et les wigs ne peuvent pas vraiment être tués par des holos. À ce que j'ai compris. Enfin, on peut pas... Enfin, les holos peuvent pas manger les yeux des wigs pour prendre leur pouvoir ou je sais pas quoi. Ensuite, dernière différence, dans le film ils ont enlevé des scènes absolument affreuses et même terrifiantes. Notamment une scène de résurrection d'un homme avec Enoch, c'était affreux. Parce qu'il y avait genre du sang qui passait de l'un à l'autre. C'était horrible. Voilà pour les différences. Alors, je vais donc vous dire ma petite conclusion sur cette série. Bien sûr c'est une série formidable, c'est une des meilleures séries que j'ai lues. C'est juste excellent, l'écriture est très bonne, l'histoire est originale, les personnages sont attachants. Et bien sûr, valeur ajoutée avec la dénonciation de la discrimination. C'était parfait, les photos, génial. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Par contre, j'espère que la suite sera un peu moins facile du coup. J'ai vraiment hâte de la lire.
Voilà, donc si vous avez lu cette série, dites-moi si vous avez aimé ou pas, ce que vous avez pensé des différences que j'ai énumérées, ce que vous avez pensé de mon avis. Si vous aimez certains personnages plus que d'autres, par exemple j'ai pas parlé de tous les personnages, mais concrètement j'aime beaucoup aussi Bronwyn et Fiona. Oui, j'aime beaucoup ces personnages et pourtant, voilà. Enfin j'ai trouvé que c'est, enfin voilà, c'est une série en fait young adulte qui n'est pas vraiment comme les autres séries young adulte, concrètement. Puisqu'elle elle parle du chagrin, elle parle du deuil, les personnages meurent parce que bah voilà, ils sont humains, c'est tout, ils meurent, et voilà. Excellent, dites-moi si vous avez aimé cette série, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, dites-moi si vous avez envie de lire cette série, si vous avez regardé le film, ce que vous en avez pensé, si vous aimez généralement Tim Burton, et si vous avez hâte de lire la nouvelle trilogie. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt.